Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur InMedia, hym.media. L'émission dans tous nos états aujourd'hui avec le grand plaisir d'accueillir Olivier Clerc. Olivier, bonjour à toi. Bonjour Laurent, ça fait plaisir de te revoir. Alors pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es auteur, conférencier, tu es notamment l'auteur du Le don du pardon, ou encore Peut-on tout pardonner, ou encore Les accords Toltec. Les accords Toltec comme traducteur quand même, je précise. Miguel Oris. Alors on va avoir l'occasion d'en reparler parce que c'est aussi un peu ta spécialité. Les accords Toltec avec toutes les corrélations qu'on pourrait faire avec la chevalerie, la quête du Graal. Donc on va avoir l'occasion d'approfondir ça durant cette émission. En tout cas, tu es surtout aujourd'hui, en rapport de ton actualité, connu pour tes cercles de pardon ou encore les journées du pardon. L'occasion pour différents conférenciers de venir l'espace d'une journée, un week-end. 4 jours. 4 jours, ouais. Pour aborder cette thématique. Et donc c'est généralement des conférenciers qui sont connus dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, et qui abordent cette thématique qui est extrêmement importante. Ça va être aussi l'occasion dans cette émission de voir sous quel angle toi-même tu le pratiques dans ta vie et qu'est-ce que ça implique. En tout cas, auteur de 16 ouvrages, ça fait maintenant une vingtaine d'années que tu es dans le milieu, entre guillemets, du développement personnel, de la spiritualité. Pire que ça, parce que je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite très jeune, donc ça fait 37 ou 38 ans que je suis là-dedans. D'accord, tu les fais pas, je ne sais pas quel âge tu as, mais bon, on peut dire que ça maintient. Hein. Oui. Donc, tu es, en tout cas moi je t'ai connu surtout avec l'auteur de ce petit conte, l'histoire de la grenouille cuite lentement, qui a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui circulait largement sur le net. Je me rappelle l'avoir reprise quand j'animais les antennes de radio ici et maintenant, parce que ce conte est fabuleux pour voir à quel point finalement les habitudes ou le changement, quand il est entrepris d'une manière très subtile, très douce, eh bien quand bien même il y a danger, le fait qu'on soit habitué à ce danger petit à petit ou à ce malaise environnant, eh ben, on se fait croquer tout cru ou cuit pour le coup si on est une grenouille. Ouais. Et c'était l'occasion donc par la suite de t'accueillir à l'antenne et de faire une émission ensemble qui a duré toute une nuit. Toute une nuit, ouais, je me rappelle. Alors, de l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant, je peux voir circuler ton actualité sur Internet et de voir à quel point il est important pour toi d'aborder aussi bien les accords Toltec que tout ce qui a trait à la thématique du pardon. Alors, il y a peut-être une connotation, j'allais dire, bon enfant avec la notion du pardon ou un peu monde bisounours. On se dit que vivre au XXIe siècle, dans un monde qui, pour certains, ou peut-être une grande majorité, est considéré comme extrêmement violent, qu'est-ce que ça implique de pardonner? Alors avant de rentrer dans le cadre de ta vie un peu plus personnelle et de voir comment tu le mets en pratique, je vais te demander, pour toi, qu'est-ce qu'implique le pardon? Alors c'est une bonne question parce que le pardon fait partie de ces mots dont la définition est complètement floue. On pourrait prendre 10 personnes au hasard, leur demander, on aurait 10 définitions différentes. Et surtout, c'est un mot auquel on amalgame 36 autres choses qui n'ont rien à voir. On pense que pardonner, c'est cautionner. On pense que pardonner, c'est oublier. Et toute cette confusion fait que, on n'a pas les idées claires. Et comme on n'a pas les idées claires, on a énormément de mal à mettre les choses en pratique. Ce qui fait qu'on a énormément de gens aujourd'hui qui restent avec des rancunes vieilles de 5, 10 ans, 20 ans, des choses qu'ils n'arrivent pas à dépasser, à guérir et qui sont mal, qui vivent dans la haine, dans le ressentiment, dans le chagrin, dans le désespoir. Et mon travail dans ce domaine-là m'a amené d'une part à redéfinir de manière beaucoup plus précise ce que ça peut être aujourd'hui que le pardon au XXIe siècle dans une société essentiellement laïque. Et puis à développer des outils, c'est-à-dire une pratique qui est inspirée de ma rencontre au Mexique avec Miguel Ruiz il y a presque 20 ans. Qui permet aux gens de cheminer concrètement vers ce que j'appelle moi la guérison du cœur. C'est la définition la plus simple que j'emploie aujourd'hui du pardon. Je dis, pouvoir faire œuvre de pardon, c'est arriver à guérir son cœur. On a tous le cœur blessé parce qu'on a tous morflé de différentes manières dans notre enfance, petite enfance, à l'adolescence ou plus tard.
Quand on se blesse le corps, que ce soit quelqu'un qui nous agresse ou qu'on ait un accident ou une chute, ça on sait soigner. Et on est même très doué là-dedans. On a fait des progrès spectaculaires dans la médecine physique, y compris dans la chirurgie réparatrice. Par contre, quand ces blessures touchent non pas le corps mais le cœur, alors là, on est complètement perdu. Et puis comme on a l'idée que le pardon c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, du coup on ne se rend pas compte que en refusant ça, en disant c'est pas question, jamais je le ferai, en fait ce qu'on est en train de dire c'est je vais rester avec mes blessures, je vais continuer d'avoir mal, je vais continuer de saigner, je vais continuer de souffrir, je vais vivre avec des kystes, avec des abcès émotionnels et finalement celui qui en paye la facture c'est moi. Donc en redéfinissant déjà simplement comme ça en disant mais attends, faire œuvre de pardon c'est guérir mon cœur, mais c'est pas parce que je guéris mon cœur que je deviens stupide, c'est pas parce que je guéris mon cœur que je m'empêche d'aller en justice si nécessaire, de faire les démarches qui sont nécessaires par rapport à l'agresseur ou aux gens dont j'ai eu à subir les actes. Ben, petit à petit, en fait, on a une redéfinition complète de ce que ce terme peut vouloir dire et on a des outils multiples, il y a celui que je transmets mais il y en a plein d'autres qui permettent de cheminer vers ça. Et moi je dis toujours j'ai une chance incroyable. Aujourd'hui, depuis allez, bien 3-4 ans, 5 à 6 fois par semaine, je reçois des messages de gens qui me disent comment leur vie a été transformée par la vue d'une vidéo gratuite, par le fait d'être allé à un cercle de pardon. On en parlera, il y en a plus de 150 actifs aujourd'hui. Par simplement le fait d'avoir lu un bouquin ou parce qu'ils sont venus aux Journées du Pardon. Les gens me partagent comment ça a complètement transformé leur vie. Ça a réglé des problèmes relationnels qui pourrissaient leur existence depuis des fois des années. Ben franchement, moi, ça me comble. Je suis super content de voir que tant de gens arrivent à sortir de ces misères relationnelles. Alors ça tombe bien cette histoire de pardon parce que avant de faire cette émission, elle a mis un certain temps avant de pouvoir se réaliser. Un premier rendez-vous qui ne s'est pas fait suite à une étourderie de ma part. Alors tu n'étais pas content parce que tu as attendu, et légitime d'ailleurs ce mécontentement. Et puis donc, je t'ai appelé au téléphone parce que effectivement j'ai vu que je m'étais trompé. Et, voilà, forcément quand déjà un invité accepte une interview et puis qu'on ne se rend pas au rendez-vous, non pas parce qu'il y a eu un empêchement ou autre, mais parce qu'on s'est trompé de journée. Quand je t'ai eu au téléphone, c'était bon, bah voilà, pour le coup, toi qui enseignes le pardon, là c'est l'occasion, est-ce que tu viens me pardonner? Donc l'émission commençait bien et vraiment dans la thématique du pardon. Et j'ai trouvé ça génial un peu pour illustrer tes propos, ceux que tu viens de donner à l'heure actuelle, et la manière dont toi tu peux justement les mettre en pratique dans ta vie. Alors, corrélé à cela, tu parlais de Miguel Ruiz. Et bien entendu des accords Toltec. Alors avant d'aller plus loin, parce que ça va définir les bases, c'est les socles de ta vie, puisque tu les enseignes régulièrement, tu apprends à les intégrer, à les mettre en pratique. Donc quels sont ces accords Toltec et puis on verra par la suite comment toi tu les as fait tiens. Ouais. Alors pour la petite histoire, effectivement, moi j'ai eu cette chance de découvrir ces accords en 98, ça va faire 20 ans dans pas longtemps. Et grâce à Maud Séjournant, qui est une Française vivant au Nouveau-Mexique, qui voyait paraître avant tout le monde les ouvrages qui sortaient là-bas, comme La Prophétie des Andes, comme de nombreux autres, et qui rêvait de créer une collection en France pour publier ça. Maud, je la connaissais, je l'avais fait écrire dans un magazine dont je m'occupais autrefois à Toulouse. Et un jour, on se rencontre à Genève, elle arrive avec une pile de livres, et dans cette pile, il y avait des tas de choses intéressantes, mais il y avait ce petit livre d'un auteur totalement inconnu en 98, Miguel Ruiz, personne ne savait qui c'était, et The Four Agreements, les 4 accords, personne ne savait ce que c'était non plus. J'ai dévoré ce livre en un soir, j'ai trouvé ça absolument génial, je me suis dit c'est le genre de bouquin qu'on découvre quoi, allez, une fois tous les 15 ans si on est chanceux dans une vie d'éditeur, voilà. Même avec le recul aujourd'hui, je dirais une fois tous les 30 ans, parce que ce livre est un succès dingue. Pour te dire, là, au moment où on parle, donc presque 20 ans après sa publication, ce livre est encore numéro 1 des ventes sur certains sites de vente en ligne. C'est du jamais vu. D'accord. Voilà, et ce livre m'a tellement touché que non seulement je l'ai traduit pour garder la simplicité du langage en français, pour ne pas en faire du Victor Hugo ou du Balzac. Ouais. Je l'ai publié aux éditions Jouvence, dont j'étais directeur littéraire à l'époque. Puis surtout, comme souvent dans ma vie, je me suis dit, tiens, ce gars-là, j'aurais envie de le rencontrer. Parce que moi, je ne publie pas des livres, je publie des auteurs, des gens, des hommes, des femmes. Et dans ce domaine, développement personnel, spiritualité, ça m'intéresse de voir est-ce que ces gens sont cohérents. Bien sûr. Est-ce qu'ils vivent ce qu'ils enseignent? Bien et sûr. Ça, c'est seulement en allant les rencontrer. Donc j'avais fait pareil un an avant avec Marshall Rosenberg. J'ai la chance de publier son livre, pareil en français, Les mots sont des fenêtres. Je vais faire une semaine de formation avec lui. Et donc Miguel Ruiz aussi.
Et ces accords Toltec, tu me poses la question, qu'est-ce qu'ils sont? C'est quatre phrases, ça tient sur un petit marque-page que j'ai retrouvé sur des tas de frigos chez plein de gens. Premier accord, que ta parole soit impeccable. Donc là, on est sur la conscientisation, la maîtrise de la parole, du verbe, comment je parle, qu'est-ce que je fais de ce don créateur de la parole. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne prends pas les choses personnellement, ne réagis pas à tout bout de champ à tout ce que les gens disent et font autour de toi. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Et si on s'observe, c'est hallucinant le nombre de suppositions qu'on fait à la seconde dans une journée. On prête des intentions aux autres. Oui, s'il a dit ça, c'est parce que si. Et puis on se raconte des histoires pas possibles qui n'ont rien à voir avec la réalité des gens. Et quatrième et dernier accord, fais toujours de ton mieux. Ça fait un peu boy scout, mais quand on approfondit l'accord et qu'on regarde ce qu'il y a derrière, on se rend compte que c'est essentiel, c'est le passage à l'action. Et ça nous évite de vouloir en faire trop, d'être dans le perfectionnisme qui mène tôt ou tard au surmenage, au burn-out, etc. Ou alors d'en faire pas assez, de se la couler douce, peinard. Et puis après, d'être rongé par le remords et les regrets quand les choses ne se passent pas comme on veut. Donc 4 accords, ça paraît tout simple, ça paraît tout bête. Quand on essaie de les mettre en pratique, on se dit « oups, ça demande une sacrée discipline ». Mais de fil en aiguille, les gens se sont rendus compte que qu'ils soient agnostiques, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, qu'ils soient bouddhistes, athées ou que sais-je, ces accords représentaient un code de conduite à la fois très simple, mais très efficace, très puissant pour changer la qualité de nos relations. Alors ça, je le confirme, personnellement. Mais pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qui est ta vie et la manière dont tu poses un regard sur les différentes thématiques qui font de nous des êtres humains, tu parles justement d'avoir une sorte de discipline. Oui. Alors, tu vis en Bourgogne, tu as une femme, 2 enfants, 3. Voilà, on peut dire que tu es bien inséré, entre guillemets, dans une vie familiale, sociétale, tu n'arrêtes pas de bouger, tu écris, tu fais ces fameuses conférences, tu vas à droite, à gauche, bref. Dans quelle mesure est-ce que tu ne te laisses pas happer par cette sorte peut-être de boulimie de travail ou de je dois faire, je dois être dans l'action perpétuellement. Dans quelle mesure est-ce que tu arrives à te donner du temps? Parce qu'au final, tu es ton propre maître, tu travailles pour personne si ce n'est pour toi. Alors tu prends des engagements pour des événements, etc., pour des stages, ok. Mais au-delà de ça, le fait d'être son propre maître, tu n'es pas comme, je dirais, peut-être un salarié avec tes week-ends où tu ne fais rien. Peut-être que tu travailles certains week-ends, peut-être que tu ne travailles pas des fois en semaine. Enfin bref, tu gères, j'allais dire, ton temps comme tu le souhaites. Et ça peut être très stressant d'être libre et de pouvoir finalement faire ce que l'on veut, être suffisamment à l'écoute de soi pour se dire, tiens, peut-être est-ce que là je m'arrête, est-ce que je continue? Comment ne pas être pris dans le feu de tout le temps du faire? Comment est-ce que tu arrives à gérer peut-être cette boulimie au regard de notre société qui est tout le temps dans le faire? Alors c'est une bonne question parce que je me rappelle avoir lu les ouvrages de David Servan-Schreiber, ceux de Thierry Janssen que je connais depuis, et ça m'avait frappé qu'avec tout ce qu'ils développent comme idée dans leurs livres, ils ont connu aussi l'un et l'autre la surdose, le surmenage, d'aller dans l'excès finalement, tout en prônant dans leurs ouvrages. Voilà. Et sincèrement, l'équilibre, je crois qu'on le trouve petit à petit et après être un peu passé par les excès. Donc moi, je suis devenu indépendant, j'avais 40 ans. Avant, j'étais salarié. C'est un énorme changement de vie, effectivement, à un moment de devoir assumer ses revenus et son emploi du temps tout seul. Et dans mes recueils de métaphores, je parle de la métaphore de la fusée pour dire que pour envoyer une fusée dans l'espace, durant les 2 minutes 30 après le décollage, c'est un déluge de puissance et de feu qui grille pratiquement tout le carburant juste pour s'arracher à la gravitation terrestre. Quand on se lance comme indépendant, c'est aussi un lancement. Et on ne fait pas l'économie d'un moment où on va dépenser une énergie de fou, c'est-à-dire qu'on ne compte pas ses heures, ni la journée, ni les week-ends, ni les vacances, tout y passe pendant un temps, parce que si on veut arriver à sortir du lot, à décoller, il faut mettre une énergie folle là-dedans, ce que j'ai fait. Et puis en plus, quand on fait ce qui nous passionne, on se fait tous piéger. Je me suis fait piéger comme tout le monde, c'est-à-dire à un moment, c'était effectivement devenu trop. Mais en même temps, j'ai une chance, c'est que je n'habite pas dans une grande ville.
Je suis dans une toute petite bourgade dans la Bourgogne, je suis au calme, je suis dans le silence total, j'ai la nature à 1 kilomètre de chez moi. Et donc j'ai quand même assez facilement réussi à retrouver derrière du temps pour faire du piano, du temps pour aller me balader, du temps pour être avec mes enfants. Je dirais que j'ai la chance d'avoir un cadre qui ne va pas alimenter cette frénésie, mais qui au contraire, dès qu'on sort, on est dans le grand air, on est au milieu des arbres, et ça permet de se réancrer, de s'enraciner et de mieux gérer ces différences de rythme. Alors ça n'a pas été justement trop difficile dans cette créativité des premiers instants, peut-être 1 an et demi, 2 ans, les 2 premières années, où tu t'es lancé, comme tu viens de le dire, entre gérer la famille, le temps qu'on consacre à sa femme, à ses enfants, à son travail, et tous les doutes qui peuvent habiter dans cette histoire, parce que finalement, tu te lances, ok, mais tu n'as aucune preuve que ça va marcher. Non. Et c'est au détriment, puisque tu parles de consacrer une énergie considérable d'investissement, ça peut être au détriment de la famille. Donc comment est-ce que tu as eu l'occasion, avec le recul, de gérer ça ? Alors après, chaque histoire est unique. Moi, il se Bien trouve sûr. que je suis papa de 3 garçons. Le grand est sorti du bercail. Les 2 plus jeunes, je les ai en garde alternée. Et donc, j'ai une quinzaine avec enfants, j'ai une quinzaine sans enfants. D'accord. Et déjà, rien que cette alternance-là, ça fait que je ne vis pas au même rythme et de la même façon les moments où ils sont à la maison et les moments où ils ne sont pas là. Moi, j'ai toujours rêvé de l'alternance. Il y a une époque où mon rêve, ça aurait été de vivre 6 mois par an sur le continent nord-américain, Canada et États-Unis, et 6 mois en Europe. Bon, ça s'est jamais fait. Mais j'avais lu un livre il y a 25 ans de ça, qui s'appelait L'alternance instinctive. Je ne retrouve plus les auteurs. Mais il disait qu'en fait, c'est dans la nature humaine d'avoir besoin de changement. Quand on est tout le temps dans le même rythme, à un moment, on voit plus rien. Moi, j'aime bien passer du temps en ville parce qu'ensuite, j'adore quand je reviens à la campagne. Mais si je reste trop longtemps à la campagne, la ville me manque. D'accord. Et pouvoir jouer avec cette alternance, j'entends notre respiration est faite d'alternance, le rythme cardiaque est fait d'alternance, on a une alternance entre le jour et la nuit, entre les saisons, et d'arriver à réinscrire ça dans son travail, dans l'activité physique, dans la gestion de son emploi du temps, ça me paraît essentiel. On est dans une époque où le risque, c'est d'être tout le temps dans une des 2 polarités. Je suis tout le temps actif. Regarde les cyclistes, autrefois, les jours de tennis, ils avaient des saisons. Aujourd'hui, c'est toute l'année, les sportifs, il faut qu'ils soient bons. Dans des tas de domaines, les champs, autrefois, on les mettait en jachère. Non, maintenant, il faut que les champs, ils produisent tout le temps. Et dans tous les domaines, on a tendance à croire qu'on va être plus performant si on est actif tout le temps. Et en réalité, la vie, si on observe comment elle fonctionne depuis des millions d'années, elle a toujours travaillé avec l'alternance. Alors, est-ce que tu arrives à te donner du temps ? Est-ce que tu te donnes des objectifs en disant, voilà, telle date, je fais rien, je consacre justement du temps à la nature, à me balader, à ne rien faire, à couper un petit peu avec l'émulsion du travail, si on peut appeler ça un travail. Est-ce qu'on peut dire que tu as une sorte de discipline ? Oui, oui. Comment tu la matérialises ? Est-ce que tu te donnes des buts, des objectifs, un peu comme une sorte de guerrier, une sorte d'ascétisme ? Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question. Il y a déjà le fait que j'essaie de toujours rester à l'écoute. Bon, déjà être à l'écoute de son corps quand on commence à avoir des tensions ou des trucs qui vont pas, c'est que le corps est en train de nous dire quelque chose qui n'est pas au point. Donc, beaucoup de problèmes qu'on a viennent du fait qu'on n'écoute pas les symptômes. C'est comme si des lumières s'allument sur le cadran de ta bagnole et puis que tu fais rien. Tu démontes l'ampoule ou tu fais rien. Bon, on a des lumières des fois toutes petites qui commencent à clignoter, puis des fois elles clignotent un peu plus fort. Puis en fait, on attend vraiment le moment de la grosse panne pour s'arrêter. Moi, j'ai pris l'habitude très tôt de chercher à repérer les signaux les plus faibles. C'est pour ça que j'ai écrit La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Parce qu'au lieu de laisser les choses se dégrader jusqu'au moment où ça devient vraiment problématique, c'est de se dire, tiens, dans mon couple, dans mes relations, comment ça se passe ? Avec mes enfants, comment ça se passe ? Avec mon propre corps physique, où est-ce que j'en suis dans ma santé, ma forme, etc. Et si on prend des moments pour être juste en accueil, en observation, en écoute, on a des tas de signaux qui sont importants à prendre en compte. Et je peux dire une chose, c'est que chaque fois que dans ma vie, pour de soi-disant bonnes raisons qui étaient mauvaises, j'ai voulu passer par-dessus certains signaux qui m'étaient donnés, ça n'a pas loupé derrière. J'ai eu les conséquences de ça. Donc quand on l'a vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se dit ça ne vaut pas la peine. Autant
essayer de capter et puis d'ajuster constamment son cap en disant tiens là j'ai la pêche, je peux me permettre d'en faire un peu plus, je vais vraiment consacrer 1 mois ou 2 mois à l'écriture d'un bouquin ou à la préparation d'un gros événement où je sais que là je vais mettre un paquet d'énergie. Puis il y a des moments, et je suis dans une phase comme ça en ce moment depuis 6 mois, là je plaisante avec mes amis en ce moment en disant je suis en semi-retraite. Là j'ai 2 heures de travail par jour en ce moment. D'accord. Parce que j'ai ressenti début 2017 le besoin de calmer le jeu sur tout un tas de choses. On a mis une énergie folle pour créer un certain nombre de choses, mettre en place. Et là je sentais qu'il fallait maintenant, une fois la mise en orbite réussie, il fallait baisser les gaz. Et puis laisser l'organisme, laisser toute la structure reprendre des forces. Et puis laisser un temps de jachère pour voir ce qui a envie d'émerger après le moment venu. Est-ce que c'est compliqué pour toi de te mettre à ton bureau, à écrire, si on parle d'un ouvrage, d'un livre, etc. Certaines personnes ont besoin d'un cadre, et je parlais d'ascétisme ou un peu d'un côté guerrier. Et puisqu'on parle des accords Toltec, dans quelle mesure on peut en suivre. Alors certains pourraient dire, finalement, je laisse couler la vie, je fais en fonction de l'instant. Bon, pourquoi pas. Et puis d'autres, au contraire, qui ont besoin impérativement de s'imposer, de se lever tôt. Tous les matins, je fais au moins 1 heure d'écriture, voire 2 heures. Ou comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce que tu es plus à suivre ton instinct, ton feeling en fonction de l'instant? Ou alors tu t'imposes régulièrement des objectifs, si on peut dire ça, et tu t'y tiens dans ta journée? Alors, pour ce qui est de l'écriture, effectivement, quand tu dis ça, je pense tout de suite à Amélie Nothomb qui a souvent dit qu'elle écrivait tous les matins de, je crois, 4h à 8h du matin. Moi, ça m'épate, ça. Je sais que Christiane Singer aussi écrivait de manière des créneaux très spécifiques. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Par contre, j'ai la chance de pouvoir écrire 2-3 pages ou un chapitre et puis faire autre chose et puis y revenir. Je pense à Nicolas Notovitch, ce peintre que j'aime énormément. Il était aussi comme ça capable de démarrer un tableau, de répondre à un coup de téléphone, dicter un courrier, retourner un peu à son tableau. Alors que d'autres, ils ont besoin de tout couper, de s'isoler, d'avoir aucune source de perturbation pour pouvoir créer. Moi, je peux aussi bien écrire tout seul chez moi que dans un bistrot. Et c'est rare que j'ai vraiment besoin de m'isoler complètement, ce qui fait que... Et par contre, moi j'ai un tempérament, je crois que j'ai pratiquement jamais exercé un seul métier dans ma vie, j'en ai toujours eu 2 ou 3. Ce qui me permet dans une même journée de dire tiens, le matin je traduis, puis en début d'après-midi j'écris un peu, puis après je vais répondre à des mails, puis après je vais encore me consacrer du temps à l'organisation d'un événement. Je suis un multitâche naturel et j'ai besoin de cette alternance, dans le sens où chaque activité que je fais vient nourrir l'autre. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'adaptabilité ou d'une certaine forme de facilité à faire ce que l'instant peut t'offrir, en tout cas pour toi, de rien t'imposer, puis de voir, de ressentir. Tu parles de l'écoute du corps ou d'avoir ces signaux pour, entre guillemets, dire attention là, maladie, burn-out ou besoin de vacances. Bon là, est-ce que ça s'applique aussi dans le cadre de ton travail en disant tiens, aujourd'hui j'ai rien à faire, ça me dit bien d'aller en terrasse, d'écrire sur mon ordinateur. Est-ce qu'on peut parler d'adaptabilité en fonction de l'instant? Oui, alors ça, je pense que j'ai pas mal tendance à fonctionner comme ça. Je disais souvent en plaisantant que j'ai une mentalité de surfeur dans mon rapport à la vie. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un qui va s'imposer des choses avec une volonté. Tac. Ouais. Je regarde d'où vient la vague, où elle a envie de m'emmener, je sors ma planche et puis voilà. Ce qui fait que la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie, je n'avais absolument pas prévu de les faire. C'est la vie qui m'a amené à devenir auteur, à devenir traducteur, à devenir éditeur, journaliste. J'ai essayé de voir où les choses, l'eau contourne naturellement les obstacles, elle va là où elle a envie d'aller. Franchement, tu n'as jamais souhaité avoir, quand je sais pas, il y a 20, 25 ans de ça, te dire tiens, je vais être auteur, conférencier. 25 ans, peut-être que tu écrivais déjà, parce que je crois que tu as écrit ton premier livre, tu étais très jeune. Oui, j'avais 21 ans. Ouais, donc il y avait bien des désirs à vouloir être, entre guillemets, je sais pas, justement ce que tu es aujourd'hui, peut-être, non? Tu dis que tu l'as pas souhaité?
Oui et non, c'est-à-dire que je suis un touche-à-tout, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Quand il fallait choisir un métier vers 18 ans, moi j'avais envie un coup d'être horloger, un coup d'être avocat, un coup de faire du théâtre, un coup j'ai même débuté une école d'ingénieur en Suisse, tout m'intéressait. Après j'ai trouvé une bonne solution, ça a été d'être journaliste pendant 4-5 ans. Et donc dans cette activité-là, ça me permettait de toucher à beaucoup de sujets différents. Donc oui, il y a des choses que j'ai eu envie de faire, mais jamais au point de me dire je vais faire que ça et puis je vais creuser une carrière. J'aurais pu le faire dans plein de choses. Quand je sors mon livre sur les rêves lucides en 83, c'est le premier livre sur les rêves lucides à sortir en France. Et j'aurais pu faire ma carrière entière là-dessus. Quand je sors en 2004 mon livre sur Le tigre et l'araignée, les deux visages de la violence, cette approche bipolaire de la violence, elle est complètement novatrice. J'aurais pu à nouveau creuser ça. Mais je pense que c'est important de se connaître. Moi, j'ai un tempérament de semeur, pas de cultivateur. Donc, je suis constamment amené à explorer, à faire de nouvelles choses. Puis parfois, je sème des trucs puis qui poussent pas. Puis d'autres, tiens, là, ça a pris. Donc, on va suivre ça pendant un moment. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a bon nombre de personnes qui très tôt souhaitent très vite, on parle de chemin de vie, de quelle est ma place dans ma mission de vie ou ce genre de choses. Tu parles justement de cette pluridisciplinarité de toutes ces centres d'intérêt. Ça a été peut-être entre guillemets une évidence pour toi que d'être journaliste pouvait réunir tous ces... Non, c'est un pur hasard. Moi, je suis un autodidacte, donc je me lance dans la vie sans aucun diplôme. Je deviens dans un premier temps traducteur et interprète juste parce qu'on me fait cette proposition. Tu connais peut-être Tal Chalère ? Oui. Bon, il s'appelait à l'époque le docteur Christian Chalère, avait créé la Fondation Soleil à Genève, à côté de chez moi. Il m'offre cette possibilité de devenir traducteur-interprète. Bon, je pars là-dedans, ça ne faisait pas partie de mes intentions, mais ça se présente comme ça. Auteur, ça s'est présenté comme ça. J'ai perdu ta question là. J'ai décroché. Sur cette pluridisciplinarité, sur le fait de trouver une mission de vie ou de... Alors moi, ma mission de vie, elle n'était pas dans un métier, elle était dans une intention au-dessus de ça, c'est-à-dire j'ai eu envie depuis très jeune de participer d'une manière ou d'une autre à l'éveil des consciences, au développement du potentiel humain. Mais ça pouvait passer par le théâtre, ça passait par la politique, je me suis engagé en politique pendant 2 ans en Suisse, ça aurait pu passer par le journalisme, par l'édition, par... J'ai envisagé l'écriture de BD, le scénario, tu vois, le moyen m'importe peu, du moment qu'à travers ce médium particulier... un semeur de graines, c'est une belle image. Est-ce que cette image-là t'est apparue très tôt ou voilà, parce que c'est vrai que dans les métaphores que l'on peut emprunter à l'agriculture, sur le fait de faire pousser des plantes ou avoir un potager, il y a une distinction à faire entre celui qui va semer les graines, celui qui va regarder pousser, celui qui va tailler ou qui va nettoyer pour préparer les semences. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu as clairement cette vision que tu es, entre guillemets, fait pour être un semeur ? Alors, la formulation sous ces mots-là, elle me vient d'un livre que j'ai lu en 2000, si ma mémoire est bonne, d'un certain Arlo Wally Minto, une perle de petits livres. Ça fait partie des 2-3 livres dans ma vie. Je crois que si j'avais eu les moyens, j'en aurais distribué un dans chaque foyer français. Tu vois, tellement c'est... On l'avait appelé ça la roue des relations. Et puis le titre a changé dans la réédition. Je crois que ça s'appelle maintenant Tous ensemble, tous différents. Et cet auteur, à un moment, vers la fin du livre, racontait que dans le milieu de l'entreprise, on distingue 3 grands types de personnalités. Ceux qui sont là pour débuter, lancer des projets, initier une entreprise, un truc, etc. Ceux qui sont là pour les faire fonctionner. Et ceux qui sont capables à un moment de dire, voilà, maintenant cette aventure-là, il faut l'arrêter, il faut y mettre un terme. Il y a ce qu'on pourrait dire le semeur, le cultivateur et le récolteur, en quelque sorte. Et il disait que c'est important de savoir, quand on embauche quelqu'un, dans quel type de configuration il est. Puis moi, en lisant ça, je me suis dit, moi c'est clair. Moi, je suis quelqu'un qui est là pour initier, pour semer, pour déclencher les choses, mais pas pour les cultiver pendant des semaines et des mois derrière. Ça ne m'intéresse pas. Alors, est-ce que c'est la création. Alors, est-ce que ça n'a pas été justement difficile de créer, entre guillemets, ton entreprise ou d'être indépendant, sachant que
initier quelque chose, c'est une chose, mais créer de A à Z, dans un premier temps peut-être, hein, puisque c'est toi l'initiateur de ce projet, de vouloir ton indépendance, et peut-être t'intéresser à la gestion, alors que c'est peut-être pas ton truc, et de voir vraiment mettre les piliers, et de là pour le coup, c'est pas uniquement semer, c'est planter pour obtenir des fruits avec un objectif bien spécifique. Donc il y a un suivi du process de A à Z pour faire décoller là, cette fameuse fusée dont tu parlais tout à l'heure. Alors oui, y a un moment, de toute façon, quand on est indépendant, où on est obligé d'être homme orchestre. On est à tous les instruments et il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Moi j'ai eu la chance que, pour tout ce qui concerne ce que j'ai monté autour du pardon, au départ, je gérais tout, je gérais 3 pages Facebook, 3 sites internet, je gérais la com, la pub, le ci, le ça. Et puis, assez rapidement, heureusement, d'abord j'ai eu le soutien de ma chère et tendre, Annabelle, qui a apporté vraiment toute son énergie et ses compétences dans tout ce qui était administratif, logistique, etc. Sans elle, jamais les choses auraient pris l'essor qu'elles ont pris. Et puis après, on a monté une association, l'association Pardon International. Et là, aujourd'hui, on a 4 personnes dans le bureau, on a 11 personnes dans le CA. Donc il y a du monde pour étoffer ça. Donc ce qui fait qu'à la fois, j'ai créé quelque chose, j'ai aidé à ce que ça commence à pousser. Et aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que cette belle aventure se poursuive. Même si à la limite, je devais m'en retirer aujourd'hui, je sais que ça continuerait. Je n'ai pas l'intention de m'en retirer, mais c'est pour dire... Aujourd'hui, j'ai fait en sorte que ça ne dépende pas que de moi. Oui, d'accord. Donc tu as pris des personnes qui sont compétentes dans ces différents domaines pour que tu puisses exclusivement te consacrer à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Voilà, autant donner à ceux qui savent mieux faire que toi. Ce qui ne t'a pas empêché, comme tu parlais d'être d'homme orchestre, à t'initier un petit peu à tous ces rôles pour savoir ce que ça... On est obligé parce que si on ne le fait pas, si on délègue 100% à quelqu'un d'autre, quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sera pas capable d'évaluer la qualité du travail qui est fourni et on aura des mauvaises surprises. Je me rappelle de Richard Bach, l'auteur de Jonathan Livingston, le goéland, qui racontait qu'avec ses livres, il a gagné des millions et qu'à un moment, comme les finances, la gestion, tout ça ne l'intéressait pas, il a tout confié à quelqu'un qui a réussi à complètement le ruiner. Voilà. Parce qu'en fait, il a tout donné, mais sans au moins s'intéresser à ce qu'il en faisait, comment avoir... Un regard. Le fait d'avoir fait soi-même un certain nombre de métiers, d'avoir pratiqué même à une échelle modeste certaines activités, permet, quand on délègue cette activité à quelqu'un d'autre, de dire « Attends, est-ce que tu as regardé ça? Tu me dis ça, mais est-ce que ça tient la route ?» D'avoir quand même un minimum de compétences pour pas avoir des mauvaises surprises derrière. Alors, ça va être l'occasion de rencontrer un petit peu le domaine des relations. Si tu veux bien, j'aimerais voir avec les enfants ou l'éducation au sens large. Quel regard portes-tu justement sur cette éducation aujourd'hui, peut-être par rapport à la société, au regard de toi, la manière dont tu as élevé tes enfants et de ce que tu as appris de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses puisqu'on est en France, la manière dont l'éducation nationale s'occupe de nos chères têtes blondes, et puis de toi, ce que tu as pu remarquer vis-à-vis de ta propre expérience de père? Alors, très vaste question. C'est sûr. Qui t'a fait hurler certains. J'ai longtemps envisagé d'écrire un livre qui s'appellerait « Comment j'ai réussi ma vie malgré l'école ». Parce que l'école pour moi était un pur chemin de croix où j'ai eu l'impression d'être un idiot fini. Ah ouais. Parce que je suis quelqu'un très cerveau droit, je fonctionne par image, par métaphore. J'ai passé tout mon lycée, tout mon collège à frôler le redoublement chaque année, à avoir des ennuis sans fin avec mes profs, avec mes parents, etc., qui se lamentaient de mes piètres résultats. Et il a fallu que je sorte complètement de ce système-là pour petit à petit trouver ma façon d'apprendre, devenir l'autodidacte que je suis devenu, me former de la façon dont je me suis formé, écrire mes livres, faire mon chemin et me retrouver 30 ans plus tard à enseigner à mon tour dans certains milieux, y compris universitaires. Ce que j'ai compris assez rapidement, c'est qu'en fait, la clé d'une vie humaine, c'est les relations. Quand je suis sorti avec mon bac en poche à 18 ans à Genève, je me suis dit on m'a appris le superflu et pas le nécessaire.
Je connais la longueur du Nil, l'histoire de France, le produit national brut du Nicaragua, plein de trucs. Je ne sais pas manger, je ne sais pas respirer, je ne sais pas comment développer des relations harmonieuses, je ne sais pas comment gérer les conflits, je ne sais pas comment vivre heureux dans la vie. Et je me suis dit, mais purée, est-ce qu'il existe une école de vie quelque part? Je voulais apprendre l'essentiel. Vrai coup de bol, à ce moment-là, me tombe dans les mains Le guerrier pacifique de Dan Millman, que j'ai traduit en français. Excellent, je l'ai lu, un grand merci. C'est un livre extraordinaire, on peut le conseiller aux internautes. Ouais, c'est vraiment... Et là, je me suis dit, tiens, voilà un homme qui a trouvé une école de vie et j'ai moi cherché une école de vie. Ça m'a amené à passer 11 ans dans une communauté, qui était une communauté spirituelle, en l'occurrence. Et là, je m'étais dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherche. Et je passe 11 ans là-dedans, qui ont été 11 ans extraordinairement transformateurs. Mais au bout de ces 11 ans, je fais un bilan en me disant, attends, j'ai appris des choses extraordinaires sur le développement de la conscience, sur l'attention, sur les gestes, sur des tonnes de choses. Mais au niveau relationnel, on est quand même pas vraiment au point. Je pensais que si on mettait le spirituel en avant, le relationnel allait se régler lui-même. Bah non. En fait, il suffit d'aller dans un couvent, dans un monastère ou dans toutes sortes de communautés pour voir que le relationnel, c'est la cata. Pierre Rabhi, avec qui j'ai souvent parlé, me disait, quand on veut créer un oasis en tout lieu, un éco-village, trouver du terrain, on trouve. Trouver des gens prêts à se défoncer 7 jours sur 7, 365 jours par an, on trouve. Trouver des sous, même ça, il dit, on arrive à trouver. Il dit, c'est quoi la pierre d'achoppement? C'est les relations humaines. Donc les gens se retrouvent tous enthousiasmés avec un super beau projet, puis au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, toutes les problématiques relationnelles apparaissent. Donc moi, au moment de quitter ces 11 ans de vie dans cette communauté, je me dis là, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il me manque des outils relationnels. Et vrai coup de bol, c'est en 97, c'est au moment où je commence à travailler avec les éditions Rouge Jouvence, et je vais tomber coup sur coup sur Marshall Rosenberg, la communication non violente, sur Miguel Ruiz, les accords Toltec, sur Jean-Jacques Crèvecoeur, la dynamique systémique relationnelle, sur d'autres auteurs. Je vais même à ce moment-là sortir la notion de quotient relationnel, parce que le terme de quotient émotionnel ne me plaît pas du tout. Quotient intellectuel, c'est mon intelligence. Quotient émotionnel, je connais des gens qui sont capables d'avoir toutes les émotions possibles et imaginables, peuvent pleurer, se mettre en colère, bouder, tout ce que tu veux, mais c'est des désastres relationnels. Donc je trouve ce mot mal choisi. Le quotient relationnel, c'est toi et moi, et la relation qu'on tisse ensemble. C'est la capacité à tisser des relations harmonieuses, c'est la capacité aussi à savoir gérer les conflits, à savoir mettre fin à une relation quand parfois c'est nécessaire. Et là, aujourd'hui, on est, la plupart d'entre nous, des analphabètes relationnels. Parce que l'école ne s'occupe pas de ça. L'école, c'est la tête, la tête, la tête, la tête. 2 heures d'éducation physique par semaine. Et le domaine des sentiments, des émotions et de la relation est un désert de gobies. Et malheureusement, tu ne formes pas des citoyens épanouis, équilibrés en leur bourrant le crâne. Voilà. Alors on parlait de tête bien faite et tête bien pleine. La fameuse phrase, je ne sais plus de qui elle est, Montaigne, Montesquieu. Mais ce n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si on a une tête bien faite ou bien pleine. C'est qu'on n'a pas qu'une tête. On a une tête, un cœur, un corps. Et soit on développe comme un triangle harmonieusement les 3, soit on a des gens qui sont brillants intellectuellement, mais qui sont des catastrophes humaines, émotionnelles, relationnelles. Regarde la vie de Steve Jobs, regarde la vie de certains de nos hommes politiques, qui sont des gens intellectuellement brillants, mais qui ne savent juste pas gérer l'humain. Donc à partir de là, j'ai passé des années de ma vie, et j'ai pas fini, c'est une quête permanente à me dire comment est-ce qu'on peut acquérir cette alphabétisation relationnelle. Comment est-ce qu'on peut... Et moi, je viens de loin, parce que moi j'ai 56 ans, je viens d'une époque où les garçons, on ne nous apprenait pas à être à l'écoute de nos émotions, de nos sentiments, etc. Donc il m'a fallu vraiment tout apprendre de zéro. Mais n'empêche que je me suis rendu compte que ça change complètement la vie. Ça change le rapport à soi, ça change le rapport à son conjoint, ça change le rapport à ses enfants, à ses collègues. Puis à un moment, on se dit, le monde, il est comme il était hier ou avant-hier, mais moi, j'ai changé et ma relation au monde, et ma relation aux autres, et ma relation à moi-même a changé. Alors, entre la théorie, les livres, c'est une chose. Maintenant, comment le mettre en pratique? Est-ce que vis-à-vis de tes propres enfants, ça a été quelque chose qui a été... Alors oui, avec des écueils, des difficultés, mais au final, de sentir et vraiment de remettre à chaque fois ces piliers de la communication non violente, de ce regard et de cette écoute attentive à l'autre. Est-ce que c'est si facile que ça à le mettre en pratique? Qu'est-ce que t'ont montré peut-être tes enfants qui a été le plus difficile pour intégrer vraiment ces différents outils? Alors non, c'est pas facile à mettre en pratique. Déjà parce qu'au moment où on devient père ou mère,
on se retrouve confronté avec tous nos trucs non réglés, avec nos propres parents, avec toutes nos blessures d'enfance non guéries. Donc il y a nos belles intentions de vouloir apporter le meilleur à nos enfants, puis il y a le fait d'être rattrapé. Donc ça demande un sacré travail intérieur, beaucoup de patience, beaucoup d'indulgence aussi vis-à-vis de soi-même pour toutes les fois où on va se planter lamentablement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais n'empêche que pour moi, c'est le plus beau chantier qui existe. Je pense à Yvan Amar, je ne sais pas si le nom te dit quelque chose, qui nous a quittés il y a déjà longtemps. Yvan Amar disait: j'ai eu 3 maîtres dans ma vie. Un maître en Inde, dont j'ai oublié le nom. Un deuxième maître qui était la maladie, l'asthme, dont il a fini par mourir. Et un troisième maître, disait-il, c'est ma famille et mes enfants. Et il disait des 3, celui qui m'a le plus appris, c'est le 3e. Et je trouve ça magnifique parce que pour moi, qui ai énormément lu, qui soit allé m'enrichir de toutes sortes d'idées, de choses, mon terrain de jeu, l'endroit où je vois où j'en suis, c'est mon couple, c'est mes enfants. Si j'arrive pas là à mettre en pratique tout ce que j'ai lu, quelle légitimité j'ai ensuite pour aller écrire des choses ou pour parler devant un public. Donc, c'est très, très donc c'est le quotidien, c'est un mélange d'attention, d'écoute, de capacité de remise en question, de volonté d'aller de l'avant, et puis surtout, j'ai envie de dire, de ne pas s'enfermer dans aucune théorie et dans aucun outil. Abraham Maslow disait à celui qui est là qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Eh bien, si j'ai fait que de la PNL, ou si j'ai fait que de la CNV, ou si j'ai fait que telle ou telle chose, et que je crois que je vais régler tous les problèmes avec ça, c'est le début du fanatisme, c'est le début de l'enfermement. Et tôt ou tard, je vais me trouver dans des situations que je n'arriverai pas à régler avec ça. Donc il faut se faire une vraie boîte à outils, avec un marteau, avec une scie, avec une tenaille, etc. C'est-à-dire aller s'enrichir de plusieurs approches, plusieurs méthodes, parce que chacune a ses points forts, mais elle a ses angles morts aussi. Comment est-ce que tu abordes, parce qu'à travers l'apprentissage de la mise en pratique de ces différents outils, on pourrait être défaitiste, douter sur la légitimité ou sur les résultats, on pourrait être fatigué de devoir lutter et surtout de ce que l'on voit de soi. C'est-à-dire que petit à petit, en mettant en pratique ces différents outils dont tu parles, on peut voir un peu, j'allais dire, nos travers, ce qu'on ne voulait pas voir, parce que c'est non seulement des outils qui permettent d'être en meilleure relation avec les autres, mais peut-être que c'est surtout un outil qui nous permet d'être un peu plus en relation avec nous-mêmes. Et quand on voit un peu ce qu'il y a de caché sous le tapis, c'est pas forcément agréable. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu as été, j'allais dire, indulgent avec Olivier qui n'est pas à l'écoute, qui peut être des fois grossier, impatient, et tous les qualificatifs qu'on pourrait se donner, nom d'oiseau et autres, qui ne font pas de nous des belles personnes, entre guillemets? Alors, je pense que j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je me suis énormément jugé, j'ai été hyper exigeant avec moi, voire intransigeant. C'est pas pour rien qu'entre Le don du pardon et Peut-on tout pardonner, j'ai écrit un livre qui s'appelle J'arrête de, entre parenthèses, me juger. Donc j'arrête de juger les autres, j'arrête de me juger, sorti chez Erol, qui est pas très loin d'ici. Moi, je me suis énormément jugé, comme je jugeais les autres. Et de ce point de vue-là, ma rencontre avec Miguel Ruiz en 99 au Mexique, elle a marqué un tournant. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je savais intellectuellement, que j'avais lues, dans des livres que j'avais traduits, publiés, etc. Mais il y avait un vécu, quelque chose qui me manquait. Et cet homme-là, d'une simplicité confondante, qu'on aurait confondu à l'époque d'ailleurs avec n'importe quel paysan du Mexique, son vieux chapeau, une éternelle chemise sur un t-shirt, il n'y avait rien qui le distinguait des autres. Mais il y avait dans sa présence, dans les échanges qu'on a eus sur quelques jours seulement, il a été là à peine 5-6 jours avec nous sur les 15 jours que durait le voyage. Dans ce qui m'a fait vivre, dans ces instants qu'on a partagés, j'ai à un moment touché du doigt cet amour inconditionnel dont tout le monde parle, mais qui reste quelquefois une grosse abstraction. Voilà. Et je me suis rendu compte à travers ces livres, puisque j'en ai traduit, je les ai presque tous traduits sauf 2, notamment il y a les accords Toltec, mais il y a La maîtrise de l'amour qui est un très très joli livre que j'aime beaucoup. Et à un moment c'est devenu une évidence, mais une évidence vécue pour moi, qu'on avance mieux dans le respect de soi, dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, que dans le jugement, la critique permanente. Et donc à un moment, dans mes ateliers sur le pardon, je dis toujours, vous savez, on devrait être notre meilleur pote.
notre meilleure copine, notre plus indéfectible soutien, parce que personne à part nous sait d'où on vient. C'est par quoi on est passé, quels obstacles il a fallu surmonter, quelles épreuves on a connues. Donc qui, mieux que nous, peut nous comprendre puis dire, bon, ok, il y a des jours où j'aimerais bien faire mieux, mais pour l'instant j'en suis là. Je fais de mon mieux, quatrième accord Toltec, mais mon mieux, aujourd'hui il est là, peut-être que demain il sera là. Aujourd'hui, non, franchement, avec tout ce que j'ai sur le dos, C'est ça, se pardonner? C'est en partie ça, ouais. C'est en partie ça. Alors, ce qui est intéressant en même temps, c'est que tu parles de ta famille et de l'importance de ce cadre pour mettre en pratique, parce que si on n'y arrive pas à ce niveau-là, et déjà avec soi, comment est-ce qu'on peut vouloir un monde entre guillemets meilleur, améliorer certaines choses si déjà au sein de notre foyer, notre cercle d'amis, c'est le chaos, ou s'il y a des tensions. J'aimerais que tu puisses nous expliquer comment justement tu es en relation avec les femmes, parce que avec les femmes, cet autre univers qui des fois pour les hommes et certainement inversement est incompréhensible. Et comment tu as évolué dans ton regard vis-à-vis du genre féminin, surtout que, puisque tu parlais de la génération qui est la tienne, l'homme, le côté patriarcal, avec tout ce que ça peut incarner sur le fait que l'homme devait cacher ses émotions, a commencé à changer, bien évidemment avec l'évolution des mentalités, avec la place de la femme dans la société, sur le fait qu'elle se mette à travailler, et que aujourd'hui, voilà, si une femme veut se faire entre guillemets respecter dans certains cadres, on va faire en sorte que cette femme puisse être l'égale de l'homme, à savoir qu'elle ait des coronesses, etc. Donc, l'homme, quelque part, en même temps, peut-être, a perdu certaines choses, peut peut-être les retrouver. Ce jeu, cette danse entre le féminin et le masculin, et d'où cette question de comment est-ce que tu considères le genre féminin. Qu'est-ce qu'il a été pour toi, ce genre féminin, entre le Olivier d'il y a 20, 25 ans et puis celui d'aujourd'hui? Oula, gros chapitre aussi, là. Alors déjà... comme pour la plupart d'entre nous, et a fortiori, je pense, pour les garçons, le rapport à la mère est déjà déterminant dans le rapport à la femme. Ouais. Bon, dans mon cas, ça a été très très compliqué. Donc, la première image que j'ai du féminin, elle est complexe, elle est même violente, pour dire les choses comme elles sont. Et derrière, moi, mon chemin va être un mélange d'idéalisation, une fascination pour le féminin, pour la femme. J'ai beaucoup écrit de poésie à une époque, très inspiré par une certaine image comme ça de la mère divine, du féminin sacré, etc. Puis après, il y a la réalité concrète des relations qu'on a. Moi, j'ai un parcours compliqué. Je suis père de 3 garçons, de 2 mamans différentes. Je vis aujourd'hui avec une femme extraordinaire, mais qui n'est pas la maman de mes enfants, avec qui je n'ai pas d'enfants. Donc j'ai vraiment dû faire un chemin étape par étape pour aller regarder aussi ce duo masculin-féminin d'abord en soi. Parce que je pense qu'une des grandes incompréhensions de notre époque, c'est que tout ce qui se joue dans les relations hommes-femmes se joue d'abord à l'intérieur de nous. Chacun d'entre nous possède les 2 polarités. Alors Jung l'avait dit en disant dans chaque homme il y a une anima, une part féminine, dans chaque femme il y a un animus, une part masculine. Mais c'est une réalité dont on ne mesure pas vraiment l'importance. Et comment je gère déjà ce couple en moi? Par exemple, il y a un couple qui est formé entre la tête et le cœur. Quelle importance respective j'accorde à ce couple intérieur en moi? Comment je vis ça? Et on se rend compte que nos couples extérieurs sont le reflet de nos couples intérieurs. Si j'ai un couple intérieur qui est harmonieux, si je sais jouer à du yin et du yang, de l'émissif, du réceptif, du masculin, du féminin, eh bien, ça va se refléter dans mes relations. Si à l'intérieur c'est déséquilibré, comme par hasard, je vais attirer des relations extérieures qui seront le reflet de ça. Donc il y a une grande part pour moi aujourd'hui des conflits hommes-femmes qui viennent d'une méconnaissance déjà de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Quand j'ai écrit en 2004 Le tigre et l'araignée, les 2 visages de la violence, j'ai bien montré que ces 2 figures que j'ai utilisées pour symboliser les 2 polarités de la violence, le tigre pour la violence yang, entre guillemets masculine, mais pas réservée aux hommes,
l'araignée pour la violence yin, féminine, mais pas réservée aux femmes. On les a les deux en nous. Il y a des hommes qui peuvent être très arachnéens, comme il y a des femmes qui peuvent être très tigresses. Une fois qu'on sait gérer ces deux polarités en soi, pour le meilleur et pour le pire, qu'on connaît la façon dont elles se manifestent en nous, et puis qu'on apprivoise ça, dans les relations qu'on va vivre à l'extérieur, les choses vont complètement changer. Mais il y a du chemin à faire là-dedans. Et moi, ce chemin, il a été long, il n'est pas fini d'ailleurs. On est toujours en train d'apprendre. Après, ce qui est beau, ce qui est chouette, c'est quand le couple devient un creuset où on chemine ensemble là-dessus. J'ai eu la chance de publier un très beau livre de Don et Martha Rosenthal sur le couple aux éditions Jouvence. J'ai traduit le livre de Gary Tsukav sur le partenariat spirituel. J'ai traduit le livre de Sobon Fusome aussi sur l'intimité et le couple. Et ce que je vois, c'est que depuis 10-15 ans peut-être, est en train d'émerger une nouvelle vision du couple, qui est plus ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Comme si à partir de là, tout était tout rose, alors qu'en fait, c'est à partir de là que ça commence à devenir intéressant. Il y a l'idée que le couple peut être un creuset de transformation, d'évolution, de connaissance de soi, de connaissance de l'autre. Et quand on peut vivre ça à deux, alors c'est quelque chose de passionnant. C'est pas simple, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rigolo. Il faut lire, pour moi l'ouvrage de référence là-dedans, c'est Christiane Singer, c'est Du mariage, de l'engagement et autres folies. C'est pas beau ce titre. Voilà. Elle montre ce pari fou finalement qu'est le fait de vivre durablement à deux, mais en même temps l'approfondissement, les richesses, les découvertes qu'on va pouvoir faire à travers ça. Et moi ça me passionne parce que je pense que c'est vraiment une des plus formidables voies d'évolution personnelle qui nous soit donnée. Olivier, on va élargir un petit peu plus la sphère, puisqu'on a vu le cadre de la sphère intime et ton rapport à la femme, aux enfants et tout ce qu'il y a un peu autour. Et avoir un regard un peu plus général pour parler de toi sur ton rapport à l'argent, à la notoriété. Alors, dans le domaine de la spiritualité, gagner sa vie, des fois, ça fait pas bon ménage. En tout cas, les a priori, les projections des gens, on estime dans un pays judéo-chrétien comme la France que dès moments où on aide les autres, on devrait le faire un peu gratuitement. Au regard du côté protestant, des anglo-saxons qui, au contraire, n'hésitent pas à donner de l'argent quand bien même on parle de développement personnel, quand bien même on parle d'aider l'autre. Est-ce que ça a été facile pour toi d'aborder justement cette notion d'argent, et on viendra après par la suite sur la notion de notoriété? Alors par rapport à l'argent, déjà c'est intéressant parce que moi je suis né, j'ai grandi à Genève, cité calviniste s'il en est, d'un père protestant et d'une mère catholique. Ah d'accord, t'as les deux. Voilà, donc j'ai eu les deux, j'ai eu les deux influences qui se sont exercées sur moi. Et en fait, moi très tôt je me suis dit la vie est trop courte pour que je la passe à faire un boulot qui va servir à payer les factures et que le soir, le week-end, en vacances et à la retraite, je me consacre à ce qui me plaise. Donc j'ai vraiment fait le choix de me dire je veux vivre de ma passion. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais l'argent ne faisait absolument pas partie de ce qui était au premier plan de ma conscience. Premier plan de ma conscience, c'était je veux pouvoir m'adonner corps et âme à cette recherche de développement personnel, d'éveil des consciences, de transmission. Et j'ai réussi à me faire payer pour lire, par exemple. Je dis souvent j'avais une rubrique dans le magazine dont je m'occupais qui s'appelait « J'ai lu pour vous », donc je lisais des dizaines et des dizaines de bouquins chaque mois pour alimenter cette chronique. Bien sûr. Dans l'édition, j'ai été payé pour lire des manuscrits de développement personnel, de santé, de spiritualité. Et donc ma focale, ce qui a dirigé ma vie, c'était pas combien je gagne par mois, mais est-ce que j'arrive à faire ce qui me passionne. Ça ne m'a pas empêché de bouffer de la vache enragée à certains moments parce que, je vais prendre un exemple tout bête, à 40 balais, enfin à 39 pour être précis, je suis directeur littéraire des éditions Jouvence, je suis même actionnaire de cette maison d'édition, j'ai un salaire correct,
J'ai une autoroute tracée devant moi jusqu'à la retraite si je veux. Et en même temps, à un moment, je sens que c'est plus cohérent pour moi de rester là, que la vie me pousse à faire autre chose, donc je quitte tout. Donc, c'était pas une priorité pour toi de l'argent, et je l'entends très bien. Alors, le fait d'être journaliste, d'avoir fait un cursus quand même qui te permet d'avoir un travail, et puis d'être aux éditions Jouvence, d'avoir ce poste, et par la suite, ça s'est fait sans problème. Donc ça, c'est ce cadre, ça, je l'entends. Maintenant, dès le moment où tu as lancé ta propre affaire, que tu es devenu indépendant, la question peut se poser de se dire, bon ben voilà, j'aborde cette notion du pardon, j'organise des journées, des séminaires de 4 jours. Il s'agit là d'organiser des stages et d'intégrer certains outils, et que ces outils puissent permettre, on l'espère, on le souhaite, à ce que les gens qui viennent soient plus épanouis dans leur vie, mieux en relation avec eux-mêmes, avec les autres. Donc là, on aborde peut-être justement cette notion de... comment est-ce que je pourrais dire ça Rentabilité. Alors notoriété, ouais, mais non, rentabilité. Pardon ? Rentabilité. Rentabilité, exactement. C'est-à-dire avoir une affaire et pouvoir gagner de l'argent tout en proposant de l'aide aux autres. Alors, il y a peut-être le côté... on peut penser que, par exemple, un homme comme Deepak Chopra, c'est peut-être un peu énorme, le business qu'il a eu l'occasion de faire, les millions de dollars qu'il a eu l'occasion de gagner en créant son école. D'ailleurs, je crois que tu l'as traduit, me semble-t-il. J'ai traduit plusieurs livres de lui, ouais. Donc, bon, ça, c'est un extrême. Bon, c'est américain, certes. Mais voilà, c'est pour dire, quand tu as créé ton entreprise, est-ce que ça a été cette idée de dire, bon, voilà... est-ce que tu t'es posé peut-être en amont, dire comment est-ce que je peux faire ce que j'aime, donner ce que j'ai moi-même appris aux autres, tout en gagnant ma vie, alors gagnant bien ma vie, est-ce qu'il y avait cette notion de dire, voilà, qu'est-ce que je veux gagner, combien je veux gagner ? Non, moi j'ai jamais, c'est vraiment le genre de question que je ne me suis jamais posée, vraiment, sincèrement jamais. Comme je te disais, ma seule focale, ma seule préoccupation, c'est comment je peux faire ce que j'aime faire. J'étais content d'en découvrir dans les mots de Steve Jobs, son fameux discours à Stanford, que dans les 3 choses, les 3 conseils qu'il donne aux étudiants qui l'écoutent, une vidéo qui a été vue des dizaines de millions de fois sur Internet. Il dit voilà, quand je passais plus d'une semaine à faire un truc que j'aimais pas, je me regardais dans le miroir en disant faut que ça bouge, faut que ça change. Il disait la vie est trop courte pour ne pas faire ce qu'on aime. Si vous faites ce que vous aimez, vous allez le faire bien. Si vous le faites bien, vous pourrez vous faire payer pour. Donc moi j'ai toujours vraiment eu à cœur de me dire qu'est-ce qui me passionne et comment je peux gagner ma vie en faisant ce qui me passionne. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple. Moi, j'ai eu des périodes où vraiment, je dirais que j'ai même eu la majeure partie de ma vie, j'ai eu des revenus qui étaient tout à fait modestes. Hein, je précise quand même, parce que les gens ne savent pas ça, l'auteur fait vivre l'éditeur, l'infographiste, le libraire, le diffuseur, le distributeur. Mais l'auteur ne vit pas de sa plume. Moi, j'ai 16 livres de publiés, j'ai des traductions dans 15 langues. Il n'y a aucun moment sur les 35 dernières années où j'ai vécu de ma plume. Il faut quand même le savoir. Wow. Voilà. Le nombre d'auteurs qui vivent de leur plume en France, aujourd'hui, je pense qu'on peut les compter sur les doigts des deux mains. C'est une toute petite minorité. Moi, je ne connais que des auteurs qui font ça à côté d'un métier de prof, à côté d'autres choses. Moi, j'ai été traducteur. Quand je deviens indépendant à 40 ans, pour pouvoir payer mes factures, après 3 années de grosses galères, RMI et compagnie, je deviens traducteur. J'ai traduit pratiquement 100 livres parce que la traduction m'assurait la régularité des rentrées et me laissait du temps libre à côté pour écrire, du temps libre à côté pour commencer à développer d'autres activités. Mais je tiens à préciser ça parce que le statut d'auteur est un statut assez mythique en France, comme celui de musicien en Allemagne. Bien sûr, Mais on ne se rend pas compte qu'un auteur, c'est un peu comme un agriculteur. L'agriculture fait vivre toute la société, mais les agriculteurs sont endettés, certains se suicident, sont dans des galères pas possibles, alors que la société ne vivrait pas sans elle. La culture dépend des auteurs, des musiciens, des danseurs, des créateurs de tout genre, mais la plupart d'entre eux peinent considérablement à vivre de leur métier. Donc moi, très rapidement, j'ai su que je ne pouvais pas compter sur mes revenus d'auteur pour vivre, donc il fallait que je fasse d'autres choses à côté. Ça a été d'être journaliste à un moment, ça a été d'être éditeur à un autre moment, ça a été ensuite, quand je suis devenu indépendant, de dire je deviens traducteur indépendant. Et ça m'assure mes rentrées tout en traduisant que des livres qui me passionnent. C'est-à-dire que j'ai quand même la chance d'avoir traduit Miguel Ruiz, Byron Katie, Deepak Chopra, Marianne Williamson, Dan Millman, et la liste est longue. Donc à la fois,
je traduisais des auteurs qui me passionnaient, donc je restais complètement en phase avec mon champ d'intérêt. Et puis il me restait assez de temps à côté pour pouvoir écrire, pour pouvoir développer des ateliers, pour pouvoir organiser des gros événements comme les Journées du Pardon. Alors gagner de l'argent, pour toi, c'est pas un problème? Il n'y a pas de honte, de culpabilité Alors ça, c'est venu après, parce que d'abord, moi, j'ai publié début des années 2000 un livre de Marianne Nemeth sur l'argent chez Jouvence que j'avais trouvé intéressant. C'était le premier livre que je lisais avec une vraie réflexion sur notre rapport à l'argent, et je dirais argent et spiritualité. Après, il y a le livre de Lynn, comment elle s'appelle? Lynn Twist, The Soul of Money, l'âme de l'argent, qui est un des meilleurs jamais écrits à mon avis, publié, traduit en français au Québec. Puis plus récemment, il y a le livre de Christian Junot, un collègue suisse, qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous », publié chez Erol. Très bon livre. Et effectivement, à partir du moment où tout d'un coup, mais c'est très récent, ça date quoi? Ça date pour moi de 2 ans à peine, tu vois, notamment à travers les webinaires que j'ai commencé à développer. Tout d'un coup, j'avais des moyens financiers un petit peu plus importants. Ça amène plein de questions. Moi, j'ai grandi catho. Tu veux pas vouer un culte à Mammon et au bon Dieu en même temps. Faut choisir. Tu vois, moi, je viens d'un milieu où tu fais ce que tu as à faire et puis Dieu pourvoira. Ouais. Comme c'est marqué sur les pièces de 5 francs suisses, Dominus providebit. C'est sur la tranche des pièces, il faut vraiment le savoir pour le découvrir. Donc, effectivement, j'ai des gens qui m'ont dit « Attends, mais le pardon, ça devrait être gratuit. Comment est-ce qu'on peut faire payer pour apprendre à pardonner ?» Puis je dis « C'est vrai, quand vous allez chez le médecin, vous ne payez pas, c'est gratuit aussi. » Et puis, tu vois, et ça amène des vraies questions. Et moi qui ai vécu 1 an aux États-Unis, qui connais à la fois très bien la culture nord-américaine et la culture européenne, qui connaît la France qui a d'influence, tu disais judéo-chrétienne, mais il faut dire catholique, la Genève calviniste où j'ai grandi avec des valeurs protestantes, j'ai vraiment eu ces influences. Et à un moment, c'est de se poser des vraies questions. Quel est mon rapport à l'argent? Et il est déterminé par quelles histoires, par quelle culture? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Et à un moment, de déterminer le rapport qu'on veut avoir avec ça, comment on s'en sert, dans quoi on l'investit, à quoi on l'utilise. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais le fait d'avoir aujourd'hui un peu plus de marge pour la première fois de ma vie, eh bien, ça me permet de pouvoir librement transmettre mon travail dans des pays où je sais que jamais je rentabiliserai un voyage. Ça me permet d'aller dans des associations qui m'invitent à droite ou à gauche en me disant peu d'importance, aucune importance si ça me rapporte rien. Voilà. Ça couvre tu mes peux frais. te donner plus facilement. Ben oui, parce que j'ai plus un œil rivé sur mon compte bancaire à me dire est-ce que j'ai de quoi payer le loyer prochain. Bien sûr. Voilà. Bien Je sûr. crois que c'est Oscar Wilde qui disait l'argent est ce 6e sens qui permet d'apprécier les 5 autres. Oui, donc l'argent offre une liberté plus grande pour pouvoir donner sans avoir à penser à soi-même pour le lendemain, pour payer l'essentiel des factures, bien évidemment. Voilà, tu prends Miguel Ruiz, je pense que ses livres ont dû lui rapporter des sommes absolument astronomiques, mais c'est aussi grâce à ça qu'il a pu monter l'Académie de la conscience, où il offre des formations à l'année pour $99. Ah oui. Voilà. Donc à un moment, c'est pas seulement de regarder ce qu'on gagne, mais c'est de regarder ce qu'on fait de ça. Et puis c'est pas seulement regarder ce qu'un Miguel Ruiz gagne maintenant, mais c'est de savoir par exemple qu'il a passé les 10 premières années de sa vie à enseigner au Nouveau-Mexique gratuitement. Qui le sait ça aujourd'hui? Qui le sait qu'il donnait ça et qu'il vivait avec 3 fois rien, et puis qu'à un moment, vu le nombre de gens qu'il y avait autour de lui, il a dit écoutez, là je pense qu'il faudrait que je vous demande un peu de soutien, donc je vous propose de me payer $80 par mois les enseignements que je vous donne. Et là, super intéressant pour la petite histoire, 3 réactions. Première personne qu'on dit ça y est, Miguel Ruiz il est tombé dans l'argent, ciao, on n'a plus rien à faire avec un type comme ça, il n'est pas assez spirituel. Voilà. Sans discuter, sans lui poser de questions. Ouais. Ils ont tout. Les deuxième catégorie, on dit $80, franchement, pour tout ce qu'on reçoit depuis des années et tout ça, franchement, c'est rien, vu la valeur de ce qui nous est transmis. Donc, avec joie, aucun souci. Troisième et dernière réaction, des gens qui ont dit $80 pour ce qui est proposé, c'est pas cher, mais sauf que moi, $80 par mois, je peux pas. Je peux pas. Je les ai pas. Donc, ils sont allés voir Miguel en disant voilà, moi, je voudrais bien continuer, mais $80, j'ai pas. C'est pas grave, tu payes pas. Donc les premiers se sont exclus tout seuls. Ouais. Ils se sont raconté une histoire, Miguel est tombé dans l'argent, il est devenu vénal et tout. Et puis ils sont partis tout seuls sans même avoir été vérifiés, regarder, comprendre, ni voir quels accords, quels arrangements étaient possibles. Donc ce qui est intéressant avec l'argent, et c'est ce que dit très bien Lynn Twist
dans l'âme de l'argent. Cette femme a côtoyé les plus grosses fortunes du monde, mais elle a aussi été aux côtés de Mère Teresa dans les slums de Calcutta. Donc elle dit, peu importe combien gagnent les gens, que ce soit le SMIC ou des milliards, leurs problématiques avec l'argent sont les mêmes. C'est très intéressant. Donc son livre, qui n'est pas un livre de développement personnel, mais qui est un livre truffé d'anecdotes absolument passionnantes, nous amène, nous, en tant que lecteurs, à nous dire, attends, mais c'est quoi mon rapport à l'argent? Puis il est déterminé par qui, par quoi? Par la culture, par la famille, par la religion, et est-ce que ça me va? Est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que je le vis bien? Et à un moment, de faire des vrais choix sains, personnels là-dedans pour être en cohérence au moins avec soi-même. Parce que l'argent, regardons le monde dans lequel nous vivons, bien évidemment, et l'argent est, on dit souvent, le nœud de la guerre. Hein. On peut voir là justement les Paradise Papers et les scandales dans le milieu politique, des affaires. Bon, j'aimerais que tu puisses nous donner ton regard finalement sur ce monde et notre rapport, enfin ce qu'il dit de nous, de notre rapport à l'argent. Quel est ce regard? Qu'est-ce que tu penses qu'il serait peut-être bon de faire, de ne pas faire dans ce rapport à l'argent? Alors je ne sais pas si j'ai des grandes leçons collectives à donner en la matière. Comme je te disais, un philosophe que j'aime bien, Omrav Mikhaël Ivanov, disait il y a des gens qui ont l'argent dans la tête, ils pensent qu'à ça du matin au soir. Il dit mais dans la tête, il ne faut pas avoir l'argent, il faut avoir un idéal, il faut avoir un but, quelque chose qu'on a envie de réaliser. Il dit, vous allez me dire, mais alors l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Je le mets dans la poche. Voilà. J'aime bien cette idée d'avoir un idéal dans la tête et l'argent dans la poche. C'est-à-dire, l'argent est un moyen, mais il est au service de quelque chose. Moi, j'ai croisé des gens, je pense à Alain Michel qui dirige le Val de Consolation, qui a créé l'ONG Équilibre, qui pendant 15 ans a fait du transport routier vers toutes les zones catastrophées de la planète, a dirigé une des plus grosses ONG de logistique au monde. Cet homme-là a réalisé des choses incroyable dans sa vie, sans un sou au départ, en se disant si ça doit être fait, les fonds, l'argent, les soutiens viendront. Et c'est toujours venu. Il a brassé des millions en venant en aide à des centaines de milliers de personnes aux quatre coins du globe, mais sans jamais se poser la question d'où viendrait l'argent. Parce qu'il avait cet idéal dans la tête. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de secourir les gens qui sont en détresse, qui sont dans la pauvreté. C'est le premier à être allé à Sarajevo sous les bombes, alors que ni l'ONU, ni aucune autre ONG ne voulait mettre les pieds là-bas. Et je trouve que c'est un bel exemple de se dire, quand on a foi dans ce qu'on fait, quand on est animé par quelque chose au-dessus de la réalité financière, l'aide vient. Je vais te prendre un exemple très basique. Quand je vais rencontrer justement Alain Michel au Val de Consolation en 2011, novembre 2011, j'arrive dans ce lieu avec Annabelle, ma femme. Et puis là, on se dit, mais c'est l'écrin idéal pour organiser un grand événement autour du pardon comme on rêvait depuis 2 ans. On se dit, c'est là qu'il faut que ça se passe. Moi, je n'ai jamais organisé un gros truc comme ça, je ne l'ai jamais fait. Notre seul objectif au départ, c'est de dire, il ne faut pas qu'on perde d'argent. Il ne faut pas qu'on perde d'argent. On fait venir 20 intervenants internationaux, on réussit à réunir finalement 200 personnes là-bas, rentrer dans nos frais. Mais en fait, ce qui a été d'extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où on a lancé cette intention, eh bien, les aides pour communiquer, pour trouver les bonnes personnes, pour avoir les premiers intervenants, parce que les premiers, c'est toujours les plus difficiles. Oui, le premier te dit, mais il y a qui d'autre qui vient? Oui. Vous êtes le premier que je contacte. Bon. Et tout s'est fait dans une fluidité absolument extraordinaire. C'est-à-dire, les moyens nous sont venus. Si on avait attendu d'avoir les moyens pour faire quelque chose, on n'aurait jamais rien fait. À un moment, il faut semer une intention, il faut croire à ce qu'on fait, et se dire si c'est juste, si c'est pertinent, si c'est ce dont l'époque a besoin. Eh bien, les moyens pour le faire vont venir. Il ne s'agit pas d'être nunuche et déconnecté des réalités non plus, mais d'avoir foi dans la puissance de la pensée, de l'intention, de l'enthousiasme et de la passion. Alors, ça, c'est d'un point de vue individuel, comment tu poses la chose. Et je parle de la société et la manière dont cette dernière fonctionne et la manière dont l'argent est devenu peut-être un objectif en soi, et pas tant un moyen qui sert à avoir une vision. Voilà, on aurait tendance à peut-être penser qu'on est sur du court terme, tout le temps à faire dans l'urgence, et après moi le déluge peut-être, j'en sais rien. Donc sur la manière dont notre monde fonctionne, une économie de marché, de voir ton regard là-dessus.
Est-ce qu'on parle là, pour le coup, peut-être du pardon? Et si je dis ça, c'est, tu nous disais au début de cette émission, qu'est-ce que c'est que de pardonner et de voir comment ce monde fonctionne à l'heure actuelle, au regard de ce que tu enseignes aujourd'hui. Comment tu te positionnes vis-à-vis de cette économie de marché? Je dirais que de manière plus générale, moi très tôt j'ai pris conscience que j'ai grandi dans un certain milieu, à une certaine époque, et que j'en ai absorbé, comme on le fait tous, comme une éponge, ses valeurs, ses croyances, son histoire, etc. Et puis en même temps, je pense qu'un jour, et c'est ce qu'enseigne dans la voie Toltec, l'idée d'attention seconde, c'est-à-dire un jour de se dire, je vais consciemment utiliser ma conscience, mon attention, ma réflexion en me disant, attends, on m'a appris à manger comme ça, mais c'est ce qu'il y a de plus sain pour mon corps. On m'a appris tel rapport à l'argent, est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? On m'a appris à me soigner avec telle médecine, est-ce que c'est cette médecine-là qui va le mieux m'entretenir? C'est-à-dire de faire ce que recommandait Blaise Pascal, le philosophe. Il disait, malheur à l'homme qui au moins une fois dans sa vie n'a pas tout remis en question. Elle est géniale cette phrase, c'est-à-dire que c'est pas juste à l'adolescence, je remets en question papa, maman, la société, c'est tous des cons, etc. Et puis 5 ans plus tard, je suis rentré dans le moule. C'est vraiment prendre des semaines, des mois, prendre le temps de méthodiquement se dire, attends, sur chaque situation, sur chaque chose, c'est quoi mon avis à moi? C'est quoi mon expérience et mon vécu à moi? Pas me contenter d'avis de seconde main, tu vois, de croire ça parce que les autres l'ont cru avant moi, de faire comme ça parce que les autres ont... Et moi, j'ai vraiment entrepris ça méthodiquement sur la façon de me soigner, sur le rapport à l'argent, sur le travail, sur tout. Et je pense que toute personne qui fait ce chemin-là, elle va arriver à des choses qui seront intéressantes et qui lui seront propres. Sinon, on reproduit le modèle de la société. On est en France, donc on pense comme un Français. On serait né en Suisse, on aurait pensé comme un Suisse. On serait en Inde, on aurait pensé comme un Indien. Mais à un moment, si on veut vraiment devenir soi-même, s'individualiser, ce processus d'individuation, on en parlait Jung, c'est très exigeant comme processus. C'est que je ne me contente pas simplement d'adopter les croyances, les pensées, les réflexions des autres. Je les mets à l'épreuve de ma vie. Et puis je fais des choix qui sont un jour mes choix. Moi, je vais te raconter une anecdote, mais le nombre de fois je me suis retrouvé il y a 20 ans à des repas où j'étais le seul végétarien. Et alors forcément qu'à un moment, les gens te regardent en disant « Pourquoi tu ne manges pas de viande ?» Alors au début, qu'est-ce que tu fais? Tu justifies, tu commences à sortir toutes tes théories sur pourquoi tu es devenu végétarien, etc. Mais à un moment, ça devient beaucoup plus drôle quand tu regardes les gens et tu leur dis « Et vous, pourquoi vous en mangez ?» Et là, grand silence. Puis tout d'un coup, tu te rends compte que les gens qui sont là, ils ne se sont jamais posé la question. Ils en mangent parce que leurs parents en mangent, mais ils n'ont pas eu un moment de réflexion sur l'alimentation. Alors l'avantage, c'est quand tu fais ça, c'est eux qui se posent des questions, qui se mettent à discuter, puis toi, tu peux manger tranquillement ton repas. Alors, si tu me réponds ça à la question que je t'ai posée sur le monde marchand, tu m'as répondu, alors c'est intéressant parce que tu ne me réponds pas directement, tu réponds en nous disant, grosso modo, tout remettre en cause. Ouais. Oui. Donc, tu ne donnes pas de solution ou de ligne de direction, tu t'invites à la question, à se poser des questions. Oui, parce que après, dans le fond des choses, moi je pense qu'on vit dans un monde qui est cul par-dessus tête. Si je devais dessiner la société moderne telle que je l'imagine, c'est une pyramide qui tient sur sa pointe. Et la seule question, c'est de quel côté elle va se casser la gueule. C'est-à-dire qu'il y a des risques économiques, il y a des risques politiques, il y a des risques écologiques, il y a des risques de tous les côtés. Rien n'est stable, rien n'est durable, rien n'est solide dans ce monde qu'on a construit aujourd'hui, qui est littéralement cul par-dessus tête. Une inversion de valeur qui est absolument hallucinante. Mais en même temps, d'un point de vue pédagogique, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'amener les gens à faire leur propre réflexion, leur propre remise en question, et on avance plus souvent en posant des questions, en suscitant la réflexion, qu'en lançant des grandes théories ou en apportant aux autres des réponses à des questions qui ne se posent pas. Alors, puisque tu parles tu nous dis, voilà, être végétarien, alors c'est intéressant, juste pour la question, est-ce que c'est un choix au regard du monde animal et de la manière dont ce dernier est traité pour finir dans nos assiettes? Est-ce que c'est un autre rapport? Qu'est-ce qui t'a amené, sans pour autant peut-être te justifier, mais est-ce que c'est un choix ou pas de te lancer dans le végétarisme? Ça remonte à quand? Qu'est-ce qui a été peut-être un déclic? Alors moi, ça a été très très soudain. J'avais 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur un livre
je ne sais même plus quel livre c'était, je sais que c'était un livre d'un auteur spirituel, et qui tout d'un coup, pour la première fois, me sensibilisait au fait qu'on n'a pas besoin de tuer des animaux pour vivre, que voilà, qu'on peut se nourrir sans consommer de viande. Et puis il y avait toute une réflexion, mais vraiment plus c'était pas tellement axé ni sur la santé, ni sur l'écologie, mais vraiment sur le fait de dire les animaux ont autre chose à nous offrir que leur viande. Et il avait dû avoir les bons mots, les bons arguments, ou alors j'avais la bonne fibre intérieure, et ça m'a Évidence. Tout d'un coup éclaté à la figure, et je suis devenu végétarien, mais d'un moment sur l'autre. C'est-à-dire que je connaissais absolument rien à l'alimentation, donc tout ce que j'ai fait, c'est simplement enlever la viande de mon assiette. Donc au début, c'était complètement déséquilibré, évidemment. Puis après, à partir de là, j'ai commencé à lire des bouquins, j'ai rencontré des gens, dont Tal Schaller, qui avait cette fondation, qui a publié des livres remarquables aux éditions Soleil à l'époque, sur les graines germées, le végétarisme, plein d'autres choses, qui avait même un restaurant bio avant l'heure dans sa fondation pour les gens qui travaillaient là-bas. Puis petit à petit, j'ai construit, j'ai avancé, j'ai cheminé dans ce domaine-là. Et puis donc, aujourd'hui, ça fait 36 ans, 35 ans que je suis... Tu prends plaisir à manger ? Énormément. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les gens ont toujours l'impression qu'on se prive de quelque chose en devenant végétarien. Je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte, ma diversité alimentaire s'est multipliée par probablement 2 ou 3 à partir du moment où j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai découvert une foule d'aliments que je ne connaissais absolument pas. Donc en fait, mon choix alimentaire s'est diversifié d'une façon absolument incroyable, et qui fait que j'ai jamais eu aucun regret. Le seul truc que je dis toujours en souriant, c'est que quand je vais faire mon marché le samedi et qu'il y a des poulets qui grillent en broche, l'odeur du poulet grillé, 35 ans après, ça me fait encore frétiller les mains. Ouais, quand même. Et ça ne te donne pas à l'occasion, je ne sais pas si tu es invité quelque part et que les personnes ne savent pas que tu es végétarienne et qu'il y a de la viande ou du poulet, du poisson, même là, tu n'y toucheras pas ? Alors, j'ai eu une phase d'intégrisme alimentaire. Je crois que souvent, quand on fait des conversions, qu'elles soient religieuses, alimentaires, médicales ou autres, on a un moment où on devient assez imbuvable. Et je crois que je l'ai été dans toute ma splendeur à l'époque où j'ai changé de façon de me soigner, de manger et tout ça. Et à l'époque, c'était miette absolue. Et puis, la première fois où j'ai retouché de la viande, ça peut paraître bizarre, c'était aux Anscars, à plus de 4000 mètres d'altitude, où tout d'un coup, on est reçu par une famille Zanskari. J'étais avec Olivier Folmy, un petit groupe de personnes. Et eux avaient tué une petite chèvre tibétaine pour nous recevoir avec les honneurs, parce qu'on venait de super loin, etc. Et là, je me suis dit, attends, ce qui est en jeu là est beaucoup plus important que mes choix alimentaires. Et donc j'ai mangé ce qu'ils nous ont préparé, et j'ai honoré, et j'étais parfaitement heureux de partager ce repas avec eux. Et dans les années qui ont suivi, plus tard, j'ai adouci, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, si par hasard j'ai oublié de le dire, si je me retrouve dans un contexte où tout d'un coup il y a du poulet ou il y a autre chose, ça ne me pose pas de problème, c'est pas ça qui va me remettre en question. Tu sais, ça me rappelle un prof qui me racontait que quand il était gamin, dans les années 40, le catholicisme dans lequel il a grandi était tellement rigide que si le dimanche matin, en allant à jeun, parce qu'il fallait aller à jeun à l'église, si jamais il neigeait et qu'il se prenait un flocon de neige sur la langue, il n'osait pas aller à l'église en se disant « j'ai triché, j'ai pas jeûné, je viens d'avaler un flocon. Wow. » tu vois. Bon, moi, je pense que passer cette phase d'intégrisme ou de fanatisme qu'on a des fois en optant pour de nouvelles croyances, pour de nouvelles pratiques, on arrive à un moment à en faire quelque chose de sain, d'équilibré, de pas fanatique, de tolérant, d'ouvert, qui laisse aux autres la liberté de faire ce qu'ils ont à faire, et puis qui nous laisse à nous la liberté de vivre sainement, en conscience, les choix qu'on a faits sans que ça devienne un instrument de torture ni pour les autres ni pour soi. Tu parles justement de ton rapport au fait de se soigner. Là, a été voté les jours précédents cette loi qui va nous dire que début janvier, 11 vaccins pour les nourrissons. Alors là, puisque tu parles de liberté et d'intégrisme, bon, ton regard vis-à-vis de cette médecine, et notamment juste par rapport à cette question des vaccins pour les nouveau-nés. Alors il y a des coïncidences qui sont assez amusantes. Cette loi a été votée en même temps que passait à la télévision un documentaire qui s'appelle « Tous crétins ».
sur les conséquences de ces 140 000 produits chimiques qui se retrouvent dans notre alimentation, dans nos produits de soins, dans tout ça, et qui sont en train d'amener une baisse de QI significative qui a déjà été mesurée dans plusieurs pays. Demain, administrer 11 vaccins aux enfants, pour moi, c'est du délire absolu, ça frise le côté criminel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on prend les lois naturelles, la loi de la gravitation est la même en Suisse, en France et en Suède. Si on prend la médecine, on se retrouve avec des vaccins qui sont obligatoires en France, facultatifs en Suisse, interdits en Suède. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la science. On est dans le domaine pour moi, la médecine, d'ailleurs, est beaucoup plus un art qu'une science, parce que le corps humain fonctionne avec tellement de différences et de diversité que ce n'est pas une machine. Et ne pas laisser de liberté là-dedans, alors que, de toute évidence, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, ça fonctionne très bien sans ces vaccins-là, voire ça fonctionne mieux. Parce qu'il faut le savoir, moi j'ai eu un cas comme ça dans ma propre famille, un accident vaccinal. Une de mes jeunes belles-sœurs qui a 13 ans fait un rappel de vaccin, 3 jours après, polio. Depuis, elle est en fauteuil roulant. Wow. Dans ce pays-ci, jamais ça ne sera reconnu, jamais ses parents ne seront dédommagés. Dans d'autres pays, les accidents vaccinaux sont reconnus et sont dédommagés. Nous, on est dans le pays de Pasteur. Donc il y a des choses à ce niveau-là qui sont terribles parce qu'elles n'ont rien à voir avec la défense de la santé publique. Elles ont à voir avec le fait qu'on est dans un pays qui est le pays de Pasteur, qui est le pays où les laboratoires pharmaceutiques ont pris une importance qui est terrible. Terrible. Je reviens sur la notoriété qu'on a éludée à un moment donné. Alors, puisque tu es connu à une certaine échelle, bien évidemment, on peut dire que tu peux être aussi très sollicité. Comment tu arrives à aménager la chou et le chèvre? Comment faire pour... La chou et le chèvre, c'est très joli. Pour, d'un côté, être en avant, pouvoir répondre à certaines demandes, et puis, de l'autre côté, préserver ton intimité, ta vie privée, et de faire cette distinction entre l'homme public et puis l'homme qui a envie de protéger sa bulle, sa sphère, son intimité. Est-ce que c'est facile pour toi? Alors c'est très facile, je vais te dire pourquoi, parce que je suis pas un acteur de cinéma, je suis pas un chanteur connu. Si j'ai non mais franchement, faut garder les pieds sur terre. J'ai une notoriété qui est tout à fait relative, qui est dans un certain milieu, mais j'en suis pas au point où les gens vont me reconnaître partout dans la rue. Ça m'arrive de temps en temps et c'est rigolo. Mais franchement, non, j'ai aucun souci de notoriété, quel qu'il soit. Les seuls soucis que j'ai pu avoir très ponctuellement à certains moments, notamment sur des gros webinaires ou des gros sommets en ligne auxquels j'ai participé, c'est tout d'un coup de recevoir 100 mails par jour. Et j'ai la chance d'être un Lucky Luke du clavier, donc de pouvoir répondre à tous les mails que je reçois. Wow. Bon, ça dure quelques semaines, ça se calme derrière. Mais sinon, non, j'ai aucun souci. Puis alors, moi, j'ai pas du tout de... Comment dire? Moi, je suis le même avec toi, en conférence, avec ma famille, avec tout le monde. J'ai pas un personnage public et un personnage privé. D'accord. C'est beaucoup trop compliqué, je saurais pas faire. Donc je suis ce que je suis, quel que soit le contexte et le cadre dans lequel je me trouve. On va arriver bien entendu à la fin de cette émission. Olivier, j'aimerais, puisque tu es suisse, mais comme tu disais, entre ton père et ta mère, dans quelle mesure est-ce que tu t'intéresses à la politique puisque tu vis en France? Est-ce que tu votes? Est-ce que participer à la cité est quelque chose d'important pour toi? Alors, comme je l'ai juste effleuré un peu plus tôt dans notre échange, oui, la politique m'a beaucoup intéressé, au point où je me suis investi pendant 2 ans dans un tout petit parti politique en Suisse, à l'époque où j'étais retourné y vivre quelques années. Un parti qui avait pour idée notamment de régionaliser la Suisse au lieu d'avoir 26 cantons qui sont microscopiques, avec toutes les problématiques que ça pose. L'idée, c'était de redécouper en 7 grandes régions, en commençant par fusionner certains cantons, notamment le canton de Vaud et de Genève. J'ai trouvé le projet intéressant. Et puis, je me disais, j'excluais pas du tout la politique comme une voie possible de transformation des consciences et de la société. Je suis un fan de Václav Havel. Ces politiques m'ont absolument époustouflé. Je me suis intéressé bien sûr à Gandhi, à Mandela, à d'autres personnes qui ont fait un travail extraordinaire dans la politique. Ces 2 ans m'ont surtout montré que ce n'était pas fait pour ce domaine-là. Il faut être taillé d'une certaine manière pour faire un chemin dans la politique et
Et j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui font ça en conscience, avec une vraie volonté d'œuvrer au changement de la société par ce biais-là, parce que ça demande, faut être costaud, faut être solide. J'ai été ensuite brièvement aussi sur une liste pour les élections européennes en France, sans lendemain, mais donc la politique à ce niveau-là m'intéressait. Ce passage en politique m'a aussi fait perdre pas mal d'illusions. Moi, je grandis en Suisse où on a l'idée que la Suisse est la meilleure démocratie du monde parce que chaque citoyen peut proposer une initiative, peut déclencher un référendum. Et on grandit, c'est ce qu'on apprend à l'école, et on vit avec cette conviction-là, d'autant plus qu'on est appelé aux urnes absolument à tout bout de champ. Dans la réalité, puisqu'on a lancé une initiative sur 2 cantons, j'ai été dans la rue à récolter des signatures pendant 3 mois. J'ai découvert que la réalité était un petit peu différente de l'histoire qu'on nous racontait, à savoir que pour lancer une initiative, il faut des sous. Si tu n'as pas de sous, tu ne lances pas d'initiative. Parce que pour pouvoir avoir assez de personnes dans la rue, pour récolter le nombre de signatures qu'il faut pour une initiative, qu'elle soit communale, cantonale ou fédérale, il faut des moyens. Donc si tu es une chaîne de magasins, si tu es un parti politique, si tu es n'importe quel groupe qui a des moyens financiers, tu peux. Sinon, en tant qu'individu seul, tu ne peux pas. Voilà. Et puis au fil des ans, on a commencé en parlant de mon livre « La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ». Je me suis rendu compte que depuis 30 ans, la grenouille, la marmite démocratique s'est mise à chauffer dangereusement. J'avais rencontré Hervé Kempf, que tu connais peut-être, qui avait écrit ce livre il y a 3-4 ans, « Oligarchie, ça suffit », où il disait « Aujourd'hui, nous vivons dans une démocratie de façade ». Mais derrière, les véritables décisions ne sont pas du tout prises par le peuple. Ce n'est pas parce que tu vas tous les 4 ou 5 ans élire un président de la République ou élire des députés que pour autant les politiques qui vont se mettre en place correspondent à ce que les gens ont envie. Je plaisante souvent en disant si on vivait en démocratie, Monsanto n'existerait pas. Si on vivait en démocratie, 11 vaccins obligatoires, ça ne serait pas envisageable. Et on pourrait faire une longue liste de si on vivait en démocratie. Voilà. Si on vivait en démocratie, on ne passerait pas toutes ces journées à signer des pétitions pour essayer de sauvegarder tout un tas de choses que les élus ne sauvegardent pas. Et donc moi, c'est une chose qui m'a beaucoup interpellé de me dire, mais c'est incroyable comment, en l'espace de 30 ans, on a réussi, comme la grenouille, c'est-à-dire tout en douceur, tout gentiment, à complètement pervertir le fonctionnement démocratique réel. Tu prends le corps humain, on a un truc extraordinaire qui s'appelle l'homéostasie. C'est-à-dire que une des tâches primordiales du cerveau, c'est de veiller à ce que certains équilibres soient maintenus. Si la température monte trop haut ou trop bas, on est mort. Si le pH est trop élevé ou pas assez, on est mort. Il y a des équilibres très très fins à préserver, sinon la vie n'est pas possible. Eh bien la démocratie c'est pareil. Et on devrait avoir dans chaque pays un organisme de veille démocratique qui empêche que les principes démocratiques soient pervertis par des lobbies, par des moyens, par des ci, par des ça, et qui fassent qu'à un moment ou à un autre, on n'est plus dans une véritable démocratie au sens où ça a pu l'être à d'autres époques. C'est une exigence constante. Si on n'est pas dans cette exigence, si on ne veille pas à ça, ben on arrive à un truc qui est complètement fantoche et bidon et qui fait que, aussi invraisemblable que ça puisse paraître par rapport aux Suisses que j'étais, qui étaient appelés aux urnes tellement de fois quand j'étais jeune, aujourd'hui je ne vais plus voter. J'irai voter quand le vote blanc ça sera pris en compte. Parce qu'on parle de l'abstention, mais à quoi bon ça? Aller voter si le vote blanc n'est pas pris en compte? Tant que les gens qui se présentent à une élection auront la certitude que les votes seront répartis entre eux, qu'ils se partagent le gâteau quoi qu'il arrive, quelque chose ne fonctionnera pas. Le jour où ils auront cette épée de Damoclès de dire si vous ne nous représentez pas, au revoir, vous sortez, puis là on va demander à d'autres candidats, d'autres personnes qui seront vraiment pour le coup en phase avec nos attentes, nos besoins, nos envies. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des dysfonctionnements importants et que l'augmentation considérable de l'abstention et du désintérêt tient à ça. C'est qu'on a un système et je n'ai pas envie d'apporter ma caution à ça. Est-ce qu'on peut dire qu'Olivier Clerc est fondamentalement optimiste pour ce qui concerne l'avenir de l'humanité? Alors c'est aussi une jolie question parce que j'ai un grand ami qui est Jacques Lecomte, que tu connais peut-être. Jacques a écrit notamment 2 livres formidables. Le tout dernier qui est sorti il y a moins d'1 an qui s'appelle « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez », qui est une magnifique couverture jaune soleil comme ça. Et puis avant ça, il avait écrit « La bonté humaine ». Jacques Lecomte est un héros de la psychologie positive.
Et il se définit comme un opti-réaliste. Opti-réaliste, ça veut dire qu'il est ni un de ces pessimistes, un de ces Cassandres pour qui tout va mal, le monde est pire qu'avant, tout va de travers, etc. Ni un béni oui-oui ou dans l'angélisme, tout est beau, tout est merveilleux, nous allons tous entrer de plein pied dans un nouvel âge d'or cosmique, etc. Opti-réaliste, c'est-à-dire qu'il c'est un homme qui a une connaissance incroyable d'études statistiques. Il veut coller à la réalité au plus près, ne pas se contenter de trucs qu'on raconte, mais qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas statistiquement validés et vérifiés. Et en même temps, fondamentalement, un optimisme parce qu'à la lumière de tous ces faits qu'il partage avec nous dans ses livres, il se rend compte que là où les Cassandres avaient prédit les pires choses il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, on a réussi à éviter un grand nombre de ces catastrophes. Il y a des avancées incroyables qui se font, qui sont malheureusement pas relayées par les médias dominants. Il faut aller sur d'autres sources d'informations pour entendre d'autres voix et se rendre compte qu'effectivement, il y a des raisons d'être optimiste. Donc moi, je pense que je suis effectivement d'un naturel assez optimiste, assez idéaliste aussi. Mais je tiens aussi à rester au plus proche du réel et je cherche de multiples sources d'informations, de multiples expériences de première main aussi pour me laisser embarquer ni dans le plus noir, ni dans le plus angélique. Olivier Clerc avec nous. Olivier, un grand merci pour avoir accepté cette entrevue. Dans des conditions qu'on pourrait expliciter quand même. On est dans une terrasse où il fait 4 degrés, où on se paie. On est à Paris, voilà, boulevard Saint-Germain, avec une église à côté, je ne sais pas laquelle c'est. C'est peut-être c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, l'invitation a été faite, le rendez-vous s'est opéré. Oui. Merci beaucoup pour avoir accepté cet entretien. Et ton actualité prochaine, puisque là, cette émission paraît au mois de décembre 2017. Alors, mon actualité prochaine, elle est assez calme. Pour être tout à fait honnête, j'ai une intervention demain à Lille, mais ça sera trop tard pour ceux qui nous écoutent. J'aurai un voyage en Estonie, parce que figure-toi que l'Estonie découvre tout ce qui est développement personnel, spiritualité, etc. Et là où un Eckhart Tolle, par exemple, remplit des salles de 1000 places en Europe, c'est 6000 en Estonie, tu vois. Et donc, j'ai fait la connaissance d'un moscovite qui s'est installé maintenant depuis 7-8 ans en Estonie, parce qu'il a 5 fois plus d'élèves à Tallinn qu'il n'en avait à Moscou. Et donc, me propose de venir partager mon travail sur le pardon là-bas. Donc, je vais continuer à former des gens à animer des cercles de pardon. Il y a 2 formations de prévues en 2018. Probablement un voyage aussi à La Réunion pour aller former des gens là-bas, comme je l'avais fait à l'île Maurice il y a 2 ans. Voilà, et probablement d'autres projets de webinaires et de livres, mais pour l'instant, c'est encore un peu flou. Il va falloir attendre que ça se clarifie. En tout cas, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Et que 2018 puisse être porteuse pour toi et qu'il puisse te permettre d'apprendre à te connaître davantage et de nous en faire part par la suite à travers ton travail. Très volontiers. Merci Olivier, au revoir. Merci aussi, au revoir.